que la morbidité sur Internet se divise en deux phases. Tu as la morbidité, on va dire, qui est consommée de manière personnelle pour voir des choses morbides. Morbidité qui est consommée de manière plus, on va dire, intellectualisante. C'est-à-dire qu'en fait, quand moi j'étais à l'école, quand j'étais petit, on nous montrait des photos ou des vidéos même de camps de concentration durant la guerre 39-45. On voit des morts. On voit des choses morbides, sauf qu'il y a un contexte dedans. Donc ça, c'est plutôt la morbidité, on va dire, intellectualisée. C'est-à-dire que c'est une morbidité qui a une excuse d'être. Et tu as la morbidité pure et dure qui n'a aucune excuse d'être, où les gens vont la voir parce qu'ils sont juste attirés par en fait ce qu'ils connaissent pas nécessairement, c'est-à-dire c'est quoi la mort, ça ressemble à quoi la mort, ah ça ressemble à ça, un cadavre, une tête explosée, ah ça ressemble à ça, l'intérieur d'un corps, ah ça ressemble à ça. Je ne sais pas, je suis curieux, je vais aller voir ce que c'est. Je pense juste que les gens recherchent plus des vidéos comme ça que des vidéos de petits chats. Ouais, je pense, hein, vraiment, l'algorithme se base sur la masse, et la masse, c'est nous. La masse, elle est formée par nous, les consommateurs. Et plus le consommateur va chercher ça, plus l'algorithme va te donner ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on demande à ce qu'il y ait des modérations qui soient mises en place, qui, justement, sont là pour éviter ça. Et quand il n'y a pas de modération, là, c'est un flow continu, quoi. Depuis l'Antiquité, la curiosité morbide nourrit l'esprit humain. Dans les arènes romaines, des milliers de spectateurs acclamaient les gladiateurs. Le sable ensanglanté et les cris des combattants ne représentaient pas seulement une brutalité gratuite, mais un spectacle, une catharsis collective pour une foule avide de sensations fortes. Ces jeux, mêlant violence et théâtralité, répondaient à un besoin viscéral, apprivoiser la mort en la regardant en face. Des siècles plus tard, cette soif de voir l'indicible persista à travers les exécutions publiques, où la guillotine devint le théâtre d'une fascination macabre. Sur la place de la Révolution, les foules n'étaient pas seulement spectatrices, elles étaient des participants tacites d'un drame social. La chute de la lame, ce moment suspendu entre vie et mort, captivait tous les regards et nourrissait une étrange curiosité collective, un mélange de voyeurisme et d'incompréhension face à l'inéluctable. Les foires aux monstres et les freak shows, quant à eux, proposaient une autre forme de confrontation à l'étrange. Là, chaque anomalie humaine, chaque difformité était transformée en attraction. Ces spectacles offraient non seulement un divertissement, mais également une fenêtre sur ce qui se situait en dehors des normes. Un miroir déformant reflétant les peurs et les questions existentielles de l'humanité. Au départ, je trouvais j'avais téléchargé Twitter pour ça. C'est un peu le truc de... vu que sur Twitter, tout est permis, je me disais, là, je vais trouver des choses. Mais après, finalement, je me rends compte que sur Internet, il y a plein de choses, plein de sites. Ça peut être quand même assez angoissant et vraiment terrifiant à la longue de se dire vraiment... On peut en trouver si facilement et ça existe tellement de se dire qu'en fait n'importe qui peut se retrouver en victime ou en coupable dans ces vidéos-là. En général, je suis plutôt perçue comme la fille un peu trop sensible, tout ça. Par exemple, les films d'horreur, j'arrive pas à regarder des films d'horreur parce que ça m'angoisse trop. Mais à côté, j'allais regarder des vidéos comme ça qui parlent de meurtre ou avec des images d'agression. Et ça me dérange pas du tout. Donc ça a un peu un impact parce que j'ai l'impression que je suis pas cohérente. Le monde dans lequel on vit, en général, c'est un monde plutôt plat. Et je pense qu'intrinsèquement, c'est en nous ce fait de vouloir rechercher cette forme de stress, de le vivre, pas de le rechercher, pardon, mais de le vivre. Et comme on peut plus vraiment le vivre comme ça, je pense que naturellement, on se tourne vers la peur, on se tourne vers l'horreur, on se tourne vers le gore pour nous donner ce côté de frisson qu'on ne peut plus qu'on avait quelque part en nous autrefois et qu'on n'a plus aujourd'hui. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on regarde ça. Puis il y a aussi surtout le côté
Encore une fois, comme la mort, hein, la mort, pourquoi est-ce que ça fascine? C'est parce que c'est l'inconnu. On ne sait pas et on ne saura sûrement jamais ce qui est après, quoi. Et sauf que l'avantage du gore, c'est que le gore, on ne sait pas, mais on peut savoir. Parce que là, on peut regarder des images. On peut pas regarder une image de la mort, mais on peut regarder l'image d'un cadavre. Donc, parfois, c'est les gens qui consomment du gore comme ça à outrance. C'est pas les gens justement qui ne se sentent pas vivre et donc par opposition, pour se sentir vivre, je vais regarder la mort. À partir du moment où on commence, on n'a pas vraiment envie de s'arrêter et j'ai toujours été intéressée par la science et le médical, du coup c'est pour ça que c'est le sujet qui m'attire le plus. Et parce que j'ai pas envie de vivre dans l'ignorance. Je préfère savoir et que ce soit dérangeant pendant un moment, puis qu'après je passe à autre chose plutôt que vivre en ignorant tout. J'en ai un en particulier du coup sur X, où c'est justement là que j'ai trouvé le cas de la mission Apollo 1, où en gros ils ont mis la vidéo, en fait on voit rien, juste c'est un audio, où on entend la mission Apollo 1, c'est une mission en gros, la fusée a pris feu. On sait pas pourquoi, mais ça a pris feu et ça a carbonisé les 3 personnes qui étaient à l'intérieur. Et l'audio, c'est tout simplement, au début, tout se passe bien, ils font les checks de tout se comporte très bien, ils disent ça c'est check, ça c'est bon. Puis d'un coup, le feu démarre et on entend du coup une des personnes à l'intérieur qui dit qu'en gros, fire, quoi, que ça brûle. Et on entend ces cris d'horreur avant qu'ils ne puissent plus crier parce que le feu a pris tout l'oxygène et qu'en fait, il soit carbonisé. Forcément, j'ai pas toujours juste été très attirée par ça et juste non dérangée. En étant enfant, évidemment, quand on montre quelque chose de très gore, le premier réflexe, c'est pas de se dire « Oh, c'est super intéressant, j'adore !» Non, c'est plutôt de reculer et de se dire « Oula, c'est horrible !» Donc ça en a eu un, c'est que ça m'a un peu désensibilisée de ce genre de sujet. C'est-à-dire que quand maintenant je vois une énorme plaie ou quelque chose, ou vraiment par exemple un bras coupé, je sais que c'est la vraie vie, je sais que c'est un peu horrible, mais j'en ai vu tellement auparavant que je passe un peu à autre chose. Quand vous regardez par exemple des émissions de pompiers, les urgences et tout ça, ou même la gendarmerie, où y a beaucoup de violence, et souvent ils montrent par exemple des plaies, mais ils les floutent, rien que ça. C'est pas un plan qui est nécessaire parce qu'on voit rien, c'est tout flouté, mais ils le montrent quand même pour montrer un peu la gravité de la situation, et le truc c'est qu'on a tous un peu cette question de qu'est-ce qu'il y a en dessous du flou. On a envie de savoir. Et le problème c'est que du coup ça attire de plus en plus de gens, et il y en a de plus en plus qui vont sûrement aller regarder sur internet du coup à quoi ressemble une plaie similaire à ce qu'ils ont vu à la télé. Et je pense que les médias s'en servent parce que, encore une fois, ce serait ennuyant s'il n'y avait pas ça, parce qu'on se dit, il s'est fait mal, mais je vois même pas comment il s'est fait mal, je vois rien, quoi. Le gore, il nous plongeait dans le film. C'était vraiment... c'est la première fois qu'un gore m'a dégoûtée. Et je pense que ça venait du fait que le scénario était déjà crédible et bien construit. Les images étaient belles, même quand c'était du gore. Vraiment, c'était top. Et donc après, il y a aussi donc, le gore que je trouve moins bien fait. Donc tout ce qui est Terrifier, The Clown par exemple. Que je regarde, c'est plus... je le regarde pour me détendre en fait. Donc ça peut paraître un peu paradoxal vu que c'est tout sauf de la détente d'un point de vue
psychologique peut-être. Donc oui, non, je pense qu'il y a vraiment un souci, mais depuis des années, hein, de la manière dont sont représentés les tueurs en série dans les films d'horreur ou gore. Enfin, pour moi, c'est sensiblement la même chose parfois. Ils sont trop glorifiés, ils sont trop mis en avant. Quand on raconte l'histoire d'un tueur, enfin en tout cas déjà quand on se base sur une histoire réelle, il faut garder en tête qu'il y a des gens qui sont morts, qu'il y a des gens qui ont été impactés, et qu'en fait il faut, quitte à diaboliser le tueur, je pense qu'il faut le faire. Il faut rappeler que c'est pas normal comme comportement, que ça a un vrai impact, qu'on contrôle. Une fois que le film est sorti, on peut plus contrôler qui le regarde. C'est-à-dire que je pense qu'un enfant de 7 ans comme une personne de 50, elle peut se retrouver devant le film, et c'est pour ça que je trouve ça bien quand parfois en fin de film, il y a tout un écran noir avec juste des choses à lire sur où en est l'affaire maintenant, le respect aux victimes, etc. Ça, je trouve ça hyper bien de le faire. Ça devrait être une loi en fait quand on s'attaque à quelque chose de réel. Nous avons tous un moment où la curiosité peut devenir trop dangereuse, où chaque regard nous entraîne un peu plus loin dans l'inconnu. Mais à quel prix ? Jusqu'où irez-vous pour satisfaire ce besoin irrépressible de savoir ? Allez-vous continuer de regarder ? Ou choisir de détourner les yeux avant qu'il ne soit trop tard ?